François Emmanuel, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier ouvrage en date, un recueil de nouvelles intitulé Les Murmurantes, paru aux éditions du Seuil. Et quand je dis recueil de nouvelles, ma première question vient de l'intitulé un peu particulier. Il n'est pas indiqué recueil de nouvelles, mais 3 nouvelles. 3 nouvelles, oui. Est-ce que cela a un sens? Est-ce qu'au moment où vous avez décidé d'appeler ça comme ça? Oui, c'est-à-dire que c'est moi-même qui ai souhaité qu'on écrive 3 nouvelles, parce que je voulais indiquer par là que c'était des nouvelles assez longues. Et je voulais aussi indiquer par là qu'il y avait une forme d'unité, une unité importante, et que l'ensemble constituait une espèce de triptyque. Voilà. Alors on va essayer d'aller explorer ce triptyque et essayer d'identifier où se trouve éventuellement l'unité. Alors le titre du recueil Les Murmurantes est celui de la dernière nouvelle, celle qui est mise en place en dernier lieu. Mais c'est par celle-là que j'aimerais commencer, parce que finalement elle coïncide avec 2 éléments. D'une part, le personnage principal est un écrivain, et d'autre part, nous sommes en radio. Il y a un moment où la parole s'enregistre et puis se regrette. Dites-nous en quelques mots comment cette situation-là vous est venue sous la plume et comment elle s'est développée. Mais Les Murmurantes donc met en scène un écrivain le jour de la mort de cet écrivain, et nous sommes dans la tête de son secrétaire particulier. Et son secrétaire va nous révéler peu à peu quelque chose. Au fond, c'est une assez longue nouvelle qui fait à peu près 70 000 signes, et qui est une nouvelle, la nouvelle d'un long dévoilement, un lent dévoilement, un secret que porte le secrétaire de l'écrivain, et un secret qui va devoir venir au jour. Et à la suite de la mort de cet homme, qui s'appelle Elio Ventes, qui est un grand écrivain connu de langue espagnole, ça se passe sur une île qui pourrait être Ménorque. La maison, et c'est la première image de la nouvelle, la maison se voit refermer, on ferme les volets des fenêtres de la maison, comme s'il y avait avis de tempête. Et en effet, la femme de l'écrivain, qui est une comédienne avec laquelle il ne s'entendait plus ces derniers temps, débarque dans la maison. De même, plus tard débarquera l'agent littéraire. Et on est tout d'un coup dans le lieu des manigances. Plus tard débarquera également la fille de l'écrivain, qui s'appelle Xenia Ventes, qui est la fille aimée par contre de l'écrivain, et aimée non seulement par lui, mais par le secrétaire. On pourrait dire que la maison est le topos de la nouvelle. Tout tourne autour de la maison fermée, la maison envahie, la maison où il est de plus en plus difficile pour le secrétaire de demeurer. Comme on pourrait dire que dans la seconde nouvelle, c'est la ville de Cagliari qui est le topos, comme on pourrait dire que dans la première nouvelle, c'est l'Inde entière qui est le topos. On va revenir aux 2 mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre... Alors, un des éléments du dévoilement du secret de cette nouvelle, Les Murmurantes, c'est la rencontre avec un homme de radio qui connaît très bien l'œuvre du maître, et avec lequel le narrateur, donc le secrétaire, se sent à un moment donné poussé au-delà de ce qu'il voulait dire. En même temps, il était clair que le secret allait arriver au jour. Il était clair qu'il n'allait plus tenir ce secret. Ça allait devenir impossible. Mais c'est à l'occasion de cette rencontre avec l'homme de radio. Et bien sûr, vous savez qu'on n'écrit jamais rien pour rien. Donc, il est clair que la situation d'être interrogé par un homme de radio, je parle à un moment donné du calice de l'aveu, est une situation que j'ai déjà vécue, bien qu'il m'est arrivé quasi très très rarement d'être poussé plus loin que je ne le voulais. C'est pas tellement ce souci d'exposition, de trop grande transparence qui me pose problème, qui m'a posé problème. Mais j'ai quand même vécu fragmentairement un peu cette situation. La différence entre l'écrivain ou le secrétaire de l'écrivain et l'homme de radio, c'est que d'un côté il y a l'écriture, de l'autre il y a la parole. Et il se fait que cet écrivain, à la fin de sa vie, on ne va pas dévoiler l'aboutissement de la nouvelle, il sait que l'écrivain à la fin de sa vie dictait
ces écrits à ce secrétaire qui en prenait note, qui finalement écrivait sous une sorte de dictée. D'ailleurs, Les Murmurantes, ce sont aussi les voix de ce roman qui porte le titre des Murmurantes et qui est aussi un roman d'une maison. Voilà, c'est ça. On pourrait dire que c'est une polyphonie. Et j'ai aimé donner le titre à l'ensemble parce qu'on pourrait dire qu'il y a une dimension de l'oreille, de l'ouïe, de l'oralité qui est très importante dans l'ensemble des 3 nouvelles, dans celle-là particulièrement. En l'occurrence, Les Murmurantes fait allusion à un livre d'Elio Ventez où il reprend toute sa vie sous forme de longs chapitres qui sont comme chaque pièce, chaque chambre d'une même grande maison. Vous voyez, de nouveau le topos de la maison. C'est comme s'il revisitait sa vie, des fragments de sa vie, surtout des fragments de l'enfance, évidemment. Harcelé qu'il est de toute une série de voix, qu'il appelle les murmurantes, qui lui disent d'aller là, d'aller là, d'aller là. Et on peut dire que l'écriture de ce livre, pour lui, est une écriture quasi hallucinée. C'est-à-dire qu'il est saisi par cette écriture d'une manière extrêmement débordante. Enfin, il ne sait presque plus y faire face, et c'est au terme d'un long moment d'écriture de ces fameuses murmurantes qu'il dit au secrétaire: mais prenez tout cela, prenez toutes ces notes, faites-en quelque chose, mettez-y de l'ordre, mais moi je n'en peux plus. Il y a dans la relation entre l'écrivain et son secrétaire un point de départ qui est cette phrase terrible que l'écrivain, un vieil écrivain qui ressemble peut-être à Borges, dont l'Exergue mentionne une des phrases. Il y a dans le départ de cette relation cette phrase terrible où l'écrivain Elio Ventez dit: lorsque 2 hommes s'associent, il y a toujours un 3e personnage, la trahison. Alors, est-ce que au moment où on formule des confrontations comme celle-là, est-ce qu'on se dit dans le fond, en tant qu'écrivain, qu'effectivement on est toujours dans un phénomène de lutte des personnages que l'on crée et d'antagonisme? Oui. On entre dans un récit, généralement avec une scène inaugurale. Ici, c'est la scène des volets que l'on ferme, avec un certain nombre de lumières qui sont dans le lointain. On ne sait pas comment ça va se terminer. On sait autour de quel propos on tourne. Bien sûr, je savais qu'il allait s'agir de trahison dans cette nouvelle, ou de la question de la trahison. Mais c'est au lecteur de décider s'il a vraiment trahi. Et dès lors qu'on entre dans cette nouvelle, comme on pourrait dire on entre dans un rêve, il y a une forme de cohérence qui s'installe. Et cette cohérence est chargée par l'une ou l'autre phrase. Et cette phrase de Ventez m'est venue comme ça. En effet, il met tout de suite, dès l'instant où il rencontre son secrétaire à l'époque pour l'engager, nous sommes bien des années avant l'écriture de la nouvelle, il met tout de suite en évidence la question de la trahison. Mais votre question a un arrière-fond, sans doute, que je n'ai pas tout à fait perçu. Est-ce que vous pourriez la... Je vais y venir par un autre biais. Vous avez évoqué le dévoilement progressif, alors que d'emblée, au départ, la problématique de la trahison est plantée comme étant un des éléments, comme vous dites, d'une scène inaugurale, autant que les volets qui se ferment contre la bourrasque. On ne ferme pas les volets à l'approche de la nuit, mais contre la bourrasque. Est-ce que dans le processus de ce dévoilement progressif, vous n'avez pas finalement installé un système qui décrit l'aboutissement et puis entre dans le chemin, parce qu'on va dans un dévoilement très lent. Le nom du personnage que vous citez de l'écrivain, on ne découvre qu'après qu'on ait d'abord connu son prénom, puis son nom. Et pour chacun des personnages, la fonction du secrétaire, on la découvre que très tard. Donc on entre dans une forme de mystère dont on a déjà dévoilé d'emblée
la conclusion. Oui. J'ose espérer que j'ai pratiqué cette cérémonie du dévoilement de manière très progressive. Pour moi, je pense que lorsqu'il dit cela, on est assez loin dans le livre. Mais alors, là, on parle, je pense, du propos d'un récit, d'une nouvelle, d'un roman. Un roman, une nouvelle, enfin, toute œuvre de fiction tourne autour d'un centre noir. C'est déjà présent, il est déjà présent à la première page. Parce que qu'est-ce que c'est que les volets qui l'enferment ? C'est toute la question de l'exposition. S'exposer. S'exposer ici, en l'occurrence, on a commandé de fermer les volets, soi-disant parce que les journalistes allaient arriver, parce que la femme de Ventes est très connue, c'est une comédienne très connue. Accessoirement, lui est un écrivain très connu, mais bon, je ne sais pas si ça déplace encore les journalistes. Mais donc il y a la question de l'exposition. Et la question de l'exposition sera là présente tout au long de ces lignes. Et donc il y a sans doute tout un jeu, mais je pense que, notez que c'est vrai de la plupart des livres que j'ai écrits. Il y a toujours une espèce de travail du dévoilement progressif. On dit, les livres tiennent soit de l'Iliade, soit de l'Odyssée. Soit de l'Odyssée du voyage, soit de l'Iliade de la fresque. C'est donc ici de la fresque que l'on dévoile peu à peu. Mais dès la première page, c'est déjà présent. Et probablement, si l'on regarde même les patronymes, parce que bien sûr cette chose m'échappe en grande partie, c'est aussi présent. Cette chose-là vous échappe, parce que j'aurais plutôt pensé que pour chacun des prénoms, chacun des lieux, au contraire, vous qui êtes par ailleurs psychanalyste et qui connaissez donc la place de l'inconscient, qu'en tant qu'écrivain, vous pourriez aussi peut-être maîtriser l'inconscient. Oui. Non, certainement pas. C'est-à-dire, j'essaye d'arriver plutôt innocemment notamment à la question du patronyme. De la toponymie. J'essaye d'y arriver, je dirais, dans une forme de grande disponibilité, d'innocence, de candeur. Et j'en parle à l'instant où je me dis, mais au fond, je l'ai appelé Ventes, c'est pas pour rien, parce qu'il y a du vent. Le vent qui entre dans la maison. Il y a ventana qui veut dire la fenêtre. La fenêtre. Donc il y a quelque chose du côté de l'exposition qui est d'entrée de jeu présente. Alors, en cherchant un fil rouge, peut-être l'unité entre ces nouvelles, j'ai essayé d'imaginer quels étaient les éléments de référence créatifs qui figuraient dans chacune des nouvelles. Dans celle-ci, à l'évidence, il y a l'écriture romanesque, puisqu'on a un personnage de romancier, mais il y a aussi la musique. Est-ce que c'est un élément qui a conditionné l'écriture de cette nouvelle-ci? Il faut dire, pour ceux qui n'ont pas encore lu le récit, que la fille aimée et aînée de Elio Ventes est violoniste, et joue un morceau qui est explicitement mentionné, qui est le concerto pour violon de Sibelius. Est-ce que la musique conditionne le style, la musique de la phrase? Donc, ici, si on prend par exemple les premières phrases du livre, « Ce matin, Rosalia a fermé les volets. Je l'ai entendu aller d'une pièce à l'autre et fixer de l'intérieur les barres métalliques horizontales qu'on appelle ici les barres d'ouragan. Pourtant, la radio n'avait pas diffusé d'avis de tempête. Le ciel était limpide et la mer presque calme, à peine agacée par ce vent du sud-ouest qui est le vent des jours tranquilles ici, à la Cabiniera. » On a un ton, qui est un ton que je n'ai pas toujours, qui n'est pas dans cette tension, par exemple, que j'ai pu avoir dans d'autres livres, qui est le ton de la chronique, une chronique raffinée, littéraire, d'un homme qui est quand même frotté de littérature. Et effectivement, vous avez raison, il y a une musique
qui m'a porté tout au long de cette nouvelle-là, et cette musique est citée, mais c'est pas le concerto pour Sibelius, qui est une musique glaciale, tendue, désolée. C'est la musique de Marin Marais. Elle avait choisi... Qui est jouée lors des funérailles. Qui est jouée lors des funérailles, qui est une musique répétitive, paisible, qui se nourrit et se renourrit sans cesse de nouvelles variations. Et vraiment, hein, toute cette musique baigne pour moi le ton de l'écriture de cette nouvelle. Alors nous sommes d'accord pour cette nouvelle-là, Les Murmurantes, c'est la littérature, l'écriture et la musique. Pour la nouvelle qui précède, donc la deuxième dans le volume, c'est la peinture, c'est le dessin, puisque un des éléments, disons, protagonistes de la nouvelle est un dessin d'une vierge qui est le deuxième prétexte en quelque sorte d'une rencontre entre l'amant d'une femme et le mari de cette femme dont on découvre qu'elle est décédée. Et dont on découvre en même temps que le narrateur qui est l'amant qu'elle est décédée. Est-ce que la peinture a, à nouveau, même question, conditionné la formulation, le style, l'écriture? Alors, je pense que la peinture va agir autrement, différemment. Parce qu'autant la musique chez moi est première, la musique est vraiment première, autant la peinture pour moi est un élément que j'installe, on pourrait dire, en un second temps. La seconde nouvelle donc raconte l'histoire de cette rencontre, qu'on pourrait penser triviale d'ailleurs, hein, entre un homme qui est l'amant d'une femme et son mari, qui lui envoie une lettre, qui donne le titre à la nouvelle, puisque ça s'appelle La Convocation. Une lettre en somme de convocation. Et ce qui m'a intéressé, presque musicalement, dans cette nouvelle, je dirais presque formellement, musicalement, c'est que revienne sans cesse, par fragments, cette lettre de convocation, sans cesse, comme une ponctuation, comme si le narrateur n'avait pas vraiment lu cette lettre, et qu'elle lui revenait par petits bouts, au fur et à mesure qu'il descend dans cette ville de Cagliari, qui est le topos cette fois de la nouvelle, qu'il, tant bien que mal, décide d'aller au rendez-vous, qu'il rencontre l'homme une première fois, qu'il se perd dans la nuit de Cagliari, qu'il le rencontre une seconde fois, et qu'il finit par rencontrer une femme à propos de ce qui semble une espèce de prétexte à la rencontre entre les deux hommes, c'est-à-dire, puisque l'homme est restaurateur d'art, c'est-à-dire une éventuelle esquisse de Filippo Lippi. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette ponctuation par la convocation, cette lettre qui revient sans cesse, entre les fragments de laquelle on a plutôt un style autre, tout autre. Si je dis le début, surpris, un moment surpris par une sensation très nette de déjà vécu, alors que je venais d'ouvrir ma valise sur le couvre-lit de coton bronze et que j'étais là debout dans cette chambre d'hôtel incendiée par le soleil d'après-midi. Vous voyez, c'est beaucoup plus tendu entre les coups, beaucoup plus haletant. Mais c'est ça qui est premier chez moi, toujours. Ceci dit, le personnage féminin, donc la femme et la maîtresse défunte, on découvre dans le dévoilement progressif de la nouvelle qu'elle est aussi artiste peintre et qu'elle fait des collages. Oui. Est-ce que la typographie du collage d'extraits de lettres finalement ne donne pas aussi? Peut-être que ça a dû jouer. Peut-être que ça a dû jouer. Inconsciemment. Oui, je me suis inspiré du travail d'une femme qui s'appelle Noël Koning, auquel je rends hommage d'ailleurs, qui fait un très très beau travail, qui travaille par couches successives. Des papiers qu'elle déchire, qu'elle recolle de manière à créer des espèces, on pourrait dire, de tempêtes lumineuses qui sont très, très étranges et très belles. Mais c'est vrai que la peinture a là tout à fait une place dans cette nouvelle. Vous avez évoqué le personnage qui survient à la fin de la nouvelle, qui est en fait la propriétaire de cette esquisse d'un dessin de la Vierge de Filippo Lippi. Ce qui est assez particulier aussi dans ce personnage-là, tel que vous l'avez inventé, c'est qu'elle est très malvoyante ou presque aveugle, et que le personnage du narrateur est obligé d'utiliser les mots
pour lui révéler ce qu'elle ne voit pas. Oui. Est-ce que là, on n'est pas dans une sorte de métaphore de ce qu'est l'écriture, d'une certaine manière, mais aussi de ce qu'est l'exploration de la mémoire par la voix, et ici de la mémoire de ce qui a été vu? Oui, en fait, la nouvelle se conclut par cette rencontre avec cette femme qui est presque aveugle. Et l'important, c'est ce que va dire cette femme, de manière finalement assez équivoque. Elle va dire un certain nombre de choses, à la fois sur l'homme, qui est le mari de la femme, le restaurateur d'art, plus âgé que le narrateur, et à la fois également sur la soi-disant esquisse de Filippo Lippi. Elle n'est pas totalement aveugle, elle est sensible aux couleurs. C'est de toute évidence un personnage qui est bien au-delà de la simple aristocrate amatrice d'art. C'est une espèce de vieille dame pleine de charme et pleine de sagesse, et qui va nous parler, en l'occurrence, de la question de la dormition. Cet étrange mot qu'est la dormition, c'est la dormition de la Vierge, qui est un mot qui appartient au vocabulaire religieux, un peu comme j'avais utilisé le mot de portement de ma mère. Ce sont des mots qui appartiennent strictement au vocabulaire religieux. C'est-à-dire, alors ce qu'elle reprend, elle, à son compte, comme la mort parfaite. Donc, puisque c'est quand même un des fils rouges de ces trois nouvelles. C'est trois morts. Trois moments après la mort de quelqu'un. 3 moments après la mort d'une femme aimée dans les 2 premières nouvelles. 3 moments après la mort de quelqu'un, si on englobe la troisième. Et donc elle a quelques considérations sur la dormition, mais aussi sur le passage, sur le départ, qui, me semble-t-il, ne pouvait venir que d'une personne affectée comme elle l'est de cette infirmité de voir, de cette difficulté à voir, donc éventuellement cette voyance intérieure. Voilà ce que je pourrais dire. Peut-être en vous écoutant, je me dis que peut-être un point qui pourrait relier la convocation, donc cette nouvelle qu'on vient d'évoquer, et les murmurantes, celles que nous avions évoquées auparavant, et partant de la trahison pour la dernière nouvelle, et ici de la dormition, c'est peut-être la transmission. Qu'est-ce que l'écrivain, à travers son secrétaire et à travers sa fille, veut transmettre, que la veuve veut utiliser et récupérer à son profit d'une certaine manière avec les journalistes? Et ici, est-ce que cette image de la Vierge, de la dormition de la Vierge, n'est pas la dernière image de celle dont le narrateur apprend qu'elle est morte, et il l'apprend brutalement? Voilà. Oui, c'est une image qui adoucit son deuil. C'est une image pour adoucir le deuil. Je pense d'ailleurs que le travail du deuil, c'est un travail d'adoucissement, puisque le deuil est toujours d'une effroyable violence, quel qu'il soit d'ailleurs, d'une très grande brutalité. Et donc le travail du deuil, c'est pas de se mettre à distance, comme disent parfois les psychanalystes, c'est de pouvoir en faire une compagne douce. Et elle donne des clés pour que le narrateur puisse faire de la mort de son aimé, finalement, une compagne douce, grâce à la dormition de la Vierge, grâce à ce détour narratif qu'a pu permettre la rencontre avec le mari de cette femme qui s'appelle Elle. Est-ce que le dévoilement progressif... Pardon, je vous ai interrompu. Non, allez-y. Est-ce que le dévoilement progressif auquel vous procédez dans chacune des 3 nouvelles et dans d'autres livres n'appartient pas à cette démarche du deuil tel que vous le dites, qui doit être un adoucissement? Oui, tout à fait. Et c'est vrai. Et c'est très net au niveau de la première nouvelle, oui. Tout à fait. Mais je voulais dire quelque chose encore, et puis ça m'a échappé. Il y a une dimension de verticalité, évidemment, tout d'un coup. On convoque un tableau de la Vierge, avec sa Jean à ses côtés.
Dans la troisième nouvelle, Les Murmurantes, il y a une dimension de verticalité, à peu près à... Il y a aussi une falaise, il y a aussi cette géographie particulière que l'on a dans la deuxième nouvelle, où la mort est accidentelle de elle. C'est une chute. C'est une chute aussi. C'est une chute brutale, oui, c'est ça. Et c'est une... Voilà, c'est quand même des récits qui sont habités par la question du passage, et donc de la verticalité. Et peut-être de la transmission que et vous alors, suggérez. Voilà, c'est ça. La transmission, voilà. Là, j'ai envie de dire, pour moi, c'est une thématique qui est partout. Vous la retrouverez partout dans tous mes livres. C'est une obsession. Je ne suis pas le seul. C'est-à-dire qu'on vit, je crois, dans une époque extraordinairement oublieuse, dans une accélération extrêmement brutale, comme ça, de tout, dans une surabondance. Et donc... c'est évidemment une forme d'obsession en moi que d'essayer sans cesse de parler indirectement ou directement, à mon insu ou en le sachant, de la transmission. Certains livres comme Regarde la vague, très nettement, on peut dire que s'il y a un fil central, c'est la transmission. Ici, c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui est présent évidemment partout. C'est vrai aussi pour mon livre précédent, Cheyenne, puisque là, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu tout lien avec le monde, avec lequel le narrateur a eu une rencontre éphémère, et il va essayer de faire un documentaire comme cinéaste sur cet homme qui n'a aucun lien avec le monde. Vous voyez, il va essayer de transmettre, alors qu'au départ, il a tellement peu d'éléments. Mais là, c'est une transmission en quelque sorte forcé par le réalisateur de ce reportage et pas spontané venant du personnage de ce SDF qui se prend pour un Indien. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors que dans ce cas-ci, si je peux avancer une interprétation, le personnage de l'écrivain transmet d'une certaine manière, par le biais du truchement qu'est le secrétaire, à la fille, à sa fille aimée et aînée. Oui. Il transmet. Oui, il accepte. Alors là, c'est au lecteur de décider, hein, parce que il y a un livre, en effet, qui... sans vouloir de nouveau tout déflorer sur la difficulté de parler de notamment cette nouvelle, hein, il y a un livre qui pourrait faire l'objet d'une transmission. Très bien. On va abandonner cette nouvelle-là pour éviter d'en dire trop. Et peut-être passer à la première. Alors je reprends mon interrogation sur le fil d'Ariane ou le point d'unité. Je vous avais proposé la musique et la littérature pour les Murmurantes, la peinture pour la convocation. Est-ce qu'ici ce serait la philosophie, puisque nous sommes en Inde et nous avons une sorte de voyage initiatique du narrateur qui répond à nouveau à une lettre, aussi à une forme de convocation, mais une lettre envoyée par Joie, une femme avec laquelle il a vécu un amour intense et bref, et sans lendemain. Voilà. Cette fois, on est dans le ton, on pourrait dire, du voyage, de la note de voyage. Il reçoit une lettre d'une femme qu'il a rencontré de manière foudroyante, qui ne lui a pas laissé d'adresse, et qui lui écrit, toujours sans adresse. Dans cette lettre, il est question quand même de l'idée qu'elle est souffrante, et il décide de retourner en Inde pour la retrouver. Il y a, bien sûr, presque la probabilité de ne jamais la retrouver, puisqu'il n'a presque aucun élément. Il a quelques éléments de la lettre, notamment le fait qu'elle voit régulièrement, qu'elle a vu un professeur, dit-elle, de sanskrit, que la lettre a été timbrée dans l'état de Kerala, Cochin, et plus tard à Goa, dans l'état de Goa, à Panjim. Et donc il va retourner hanter ces lieux-là. Et ce qui m'a intéressé, si vous voulez, dans cette lettre, et là, c'est la part du hasard objectif, comme on dit, que prend parfois nos vies,
C'est-à-dire que là, dans l'Inde, qui pour moi est quand même le lieu de la quête, la grande quête spirituelle, qui fut le lieu de la grande quête spirituelle, parce que bien sûr l'Inde est également soumise, comme à peu près tous les pays émergents, à une acculturation occidentale extrêmement puissante. Mais bon, dans le lieu de l'Inde, qui est à la fois l'espace du tout autre et aussi du familier, les deux à la fois, vont se produire un certain nombre d'éléments qui peut-être éclairent la question du narrateur sur notamment le personnage de Joy Archer. Elle s'appelle Peut-être. On est, si vous voulez, c'est ça qui m'intéressait dans cette nouvelle, à deux niveaux. Un niveau où le réel est donné pour réel, et un niveau où le réel est peut-être métaphorique. Voilà. Alors effectivement, il va rencontrer un homme. On lui présente comme professeur de sanskrit, mais qui n'est pas tout à fait professeur de sanskrit. Cependant, il est professeur de quelque chose, voyez. Et ça peut concerner ce qui est arrivé ou ce qui pourrait être arrivé à Joy. Peut-on dire de quoi il est professeur sans dévoiler? Voilà, je vous laisse la responsabilité. Oui, c'est ça, c'est un homme qui a vécu pendant une partie de sa vie entre vie et mort. Il restait, dit-on, dit son assistante, qui s'appelle Anga, qui est restée sans bouger pendant des mois, rien que se nourrissant, parce qu'il fallait se nourrir, et répondant à quelques sollicitations, et puis qui peu à peu a revécu, après quoi il est devenu accompagnateur de ce que les Anglais appellent le passing, qui pour eux a peut-être un peu plus le sens du dernier passage ou du grand passage. Et il en parle un peu à un moment donné. Il y a un élément dans la construction narrative de cette nouvelle qui m'a intrigué. Dans les 2 ou 3 premières pages, d'une certaine manière, vous racontez ce qui est le fil narratif de l'histoire. Comme si vous vouliez vous débarrasser de la narration pour ne plus entrer que dans le style. Est-ce que ça vous parle, cette approche? Comme si dans les premiers mots, vous disiez voilà ce qu'il s'est passé et que c'est le journal qui vous donne la liberté d'écrire au niveau du jeu. Les premiers paragraphes, si je me souviens bien, étaient écrits en italique. Et là, toute l'histoire s'y trouve. Et vous concluez en disant c'est la forme d'un journal que j'ai adopté, que j'ai écrit lors du voyage et sur lequel je suis revenu ensuite. Mais tout le synopsis, je dirais, tout le pitch de la nouvelle se trouve contenu dans les 3 premières pages. Et je me suis dit, dans le fond, François Emmanuel a voulu se débarrasser de tout ce qui faisait une contrainte narrative pour ne plus entrer que dans le style et l'exploration absolue de ce qu'est la mémoire. Peut-être. Encore que dans la première nouvelle, je m'en suis servi un peu comme de mise en place, parce que tout n'est pas dit, évidemment. On pourrait dire que chronologiquement, les 2 premières pages en italique font état de ce qui s'est passé avant le voyage. Et puis après va venir le voyage. Il y a cette phrase « Ce que j'ai ajouté par la suite à mes notes de voyage tient à la seule perspective des choses et à l'ombre que laisse le temps. » Et puis commence alors, jour après jour, le journal du voyage. Mais vous avez raison, hein, il y a derrière votre question quelque chose qui m'intéresse, en fait. C'est que ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est pas le narratif en tant que narratif. C'est d'être en situation de rencontre grâce au texte. Donc, que moi-même écrivant, je sois surpris, que je sois moi-même écrivant ou prise, que je sois à bras-le-corps avec le texte. Et donc, parfois, le narratif, bien sûr, m'encombre. Et peut-être qu'il y a de ça dans ce que vous dites.
Alors ici, on est évidemment dans une musique qui est une musique, je dirais, tendue par certaines mélopées indiennes avec une basse continue. Il y a une forme de mélancolie un peu lente qui parcourt tout le texte. Pour les deux autres nouvelles, vous aviez d'emblée lu un petit extrait. Est-ce qu'il y en a un qui vous viendrait sous la main en feuilletant le livre? Sinon, on pourra choisir après, parce que j'ai prévu une petite lecture que j'aimerais que vous fassiez. Pour cette première nouvelle, donc, où j'identifiais une certaine approche philosophique, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais vous proposer de développer le sentiment que cela vous inspire en parlant. Ce que l'on cherche est toujours en soi, dit le brahman que rencontre le narrateur. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme écho de vous aujourd'hui après avoir écrit le livre? Ce que l'on cherche est toujours en soi, c'est-à-dire l'important, je pense quand même ça, c'est quelque chose que l'on peut vérifier chemin faisant. L'important, c'est le chemin. L'important n'est pas la cible. L'important n'est pas le but, enfin, lui dit-il. Vous cherchez quelqu'un, mais au fond, c'est vous-même que vous cherchez. Ça veut dire, il lui dit très indirectement, mais au fond, votre recherche même est ce qui est important pour vous. Vous êtes là errant dans les rues de Panjim, vous êtes dans l'Inde. Eh bien, regardez autour de vous ce qui se passe dans votre recherche. C'est ça qui est important. Et ça, je pense que c'est vrai de toute la quête humaine. Ce que l'on cherche vient toujours... le point, la cible que l'on met au cœur de sa quête, finalement, occupe beaucoup trop notre esprit. L'important, c'est le cheminement, le déploiement, petit à petit, du voyage intérieur. C'est ça qu'il lui dit, et d'une certaine façon, il lui dit, mais ouvrez vos yeux. Cette nouvelle est, me semble-t-il, aussi une nouvelle qui questionne ce qu'est l'amour et ce qu'est la mémoire que l'on a de l'amour, puisque une des formulations d'un des protagonistes indiens est de dire ce que l'on a comme souvenance de ce qui a été vécu procure une jouissance ou un vécu parfois plus intense que ce qui a été vécu. Et vous précisez, l'amour serait chez l'autre la découverte incrédule de cette part de soi que nous ne connaissons pas. Alors, en confrontant ces deux approches-là, on est où dans cette identification de ce qu'est l'amour, la mémoire? Alors, votre question, elle est immense pour moi. J'ai le sentiment de n'y avoir répondu que très partiellement. J'ai toujours été intrigué, si vous voulez, par la place que donnait l'hindouisme, mais surtout le tantrisme, en fait, à l'amour. Et quand on voit... c'était surprenant. Préciser la différence entre hindouisme et tantrisme c'est-à-dire que le tantrisme, c'est une des branches de l'hindouisme qui a imprégné l'hindouisme et dont l'hindouisme, à un certain moment, s'est distancé. Le tantrisme, en l'occurrence, pense que l'achèvement spirituel part d'une unité fondamentale entre le corps et l'esprit, qu'il n'y a pas séparation entre corps et esprit. J'espère que je parle juste, parce que je ne peux pas dire que je connais extraordinairement bien le tantrisme, mais je peux en tout cas dire cela, certainement, surtout pour nous qui sommes issus d'une tradition extraordinairement dualiste, avec d'une part le corps et d'autre part l'esprit. Donc, le tantrisme va jusqu'à dire, mais même si ce plaisir d'essence peut être une voie d'achèvement spirituel, ce qui aide à comprendre que dans certains temples très connus, notamment les temples de Khajuraho par exemple, où j'en ai vu d'autres à Hampi, on voit des déesses absolument lascives sur les façades, avec un sourire un peu extatique. Même
l'infini, même l'absolu, disent certains préceptes tantriques, sont des voies de cheminement spirituel. Avec cependant ce correctif, très souvent, que ce qui éventuellement mène à une ascension très, très rapide peut mener à une chute tout aussi rapide. Ce qui est ascension lente invitera à une chute éventuellement plus lente, le cas échéant. Donc, c'est une voie difficile, mais c'est une voie. Alors, tout ça a été évidemment repris par l'Occident. Bon, voilà, on connaît certaines manières, on va dire, un petit peu d'évaluer, avec lesquelles l'Occident a pu reprendre cela, notamment l'Amérique. Il ne s'agit pas du tout de cela. Mais c'est autour de ce mystère-là que j'ai quand même construit une grande partie de la nouvelle. Et que j'ai tenté, en tout cas, de faire cheminer le lecteur, ou de cheminer moi-même. Si je réponds un peu à votre question. Vous y répondez, et cela m'entraîne vers un autre questionnement sur le topos, mais non pas le topos de l'histoire racontée, mais sur le topos du rituel d'écriture. Oui. Les nouvelles se situent dans 3 géographies radicalement différentes, l'Espagne ou l'Amérique latine, en tout cas le monde hispanique d'un côté, l'Italie en deuxième lieu, et l'Inde. Si vous deviez nous dire quel a été le rituel de l'écriture de chacune de ces nouvelles, comment ça s'est passé par rapport à l'écriture habituelle? Oui, c'est ça. Oh, ce sont des... J'écris lentement. Ce sont des nouvelles qui ont chacun, on pourrait dire, une genèse différente. La première nouvelle, j'en ai écrit, je crois, les premières pages il y a presque 15 ans. Je suis allé en Inde même une fois en 97. Je suis allé en Inde plusieurs fois, mais j'y suis allé spécifiquement déjà en 97, en 97, pour cette nouvelle-là. Je suis allé à Goa. Et puis j'y suis retourné encore en 2011 pour cette nouvelle-là. Donc les lieux, je les connais, les lieux sont cités. Et les lieux sont comme j'y suis allé. Et quand le narrateur décrit ce qu'il décrit, c'est exactement mes notes de voyage parfois. Évidemment, ce n'est qu'une toute petite partie des notes de voyage qui servent au propos de la nouvelle. En ce qui concerne la deuxième nouvelle, par contre, celle-là est écrite beaucoup plus vite, il y a 3-4 ans, très vite. Autour de quelque chose qui m'apparaissait évidemment tout à fait intéressant, étonnant, surprenant, comme la rencontre entre un homme qui est l'amant d'une femme et son mari. Je trouvais ça très, très intéressant. Je l'écris assez vite, alors que la troisième nouvelle, je l'ai écrite vite, mais je l'avais en tête depuis très longtemps. Et cette nouvelle... Par contre, alors que la seconde nouvelle sur Cagliari, bien sûr, je connais Cagliari très bien, j'y retourne régulièrement pour d'autres raisons. Cette nouvelle, je ne suis pas parvenu à la situer de manière très précise. Je n'ai pas voulu le faire. Il me semble parce que le topos, c'était la maison. Et que ça pouvait être, au fond, n'importe quelle maison. Jamais que ça soit quand même un écrivain espagnol. Ça aurait pu être un écrivain italien. Il y a peu d'îles quand même au large de l'Italie, mais il y en a quelques-unes. Mais bon, voilà, jamais que ça soit ainsi. Les exergues peuvent peut-être nous guider aussi, parce que c'était Borges qui conditionne aussi la lecture. Voilà, et donc il y a cette phrase aussi un peu énigmatique de Borges, qui est à la fin d'un long poème, qui s'appelle L'éloge de l'ombre, où il voit défiler toute sa vie, en fait. En fait, c'est un poème vraiment intéressant. Et... ce qui se termine bientôt, je serai qui je suis. Je saurai qui je suis.
L'exergue de la seconde nouvelle est une exergue pour laquelle j'ai beaucoup hésité. C'est l'exergue d'un texte de Blanchot qui s'appelle La Reine Mort, qui est un texte extraordinairement saisissant. Enfin, voilà. L'extraordinaire commence où je m'arrête. Voyez. Je me suis dit, tiens, mais au fond, il y a une espèce de silence extraordinairement troublant qui va saisir le narrateur dès l'instant où il va s'apercevoir que son amie est morte. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut-être commence. Ça pourrait être l'exergue ou l'unisson de l'ensemble des trois nouvelles. L'extraordinaire commence au moment où je m'arrête. Même si je sais que, comme tout exergue, je l'utilise d'abord très, très loin parfois du texte d'origine. Très très loin. Et la première ? Et la première exergue, c'est une exergue qui est tirée d'un tantra. C'est en effet parce que j'ai sans doute voulu poser on pourrait dire quoi, le troisième terme un peu philosophique de la nouvelle. Quoi, hein. Ô bienheureuse l'essence anéantie dans les terres du cœur, ayant chassé tout objet de sa conscience, il obtient la plus haute faveur, celui qui pénètre jusqu'au centre du calice où s'entrelacent les deux lotus. Voilà. François-Emmanuel, ma dernière question portera sur l'entrelacement qui existe entre la psychanalyse et l'écriture. Vous avez dit dans une des réponses à une de mes questions qu'en tant qu'écrivain, vous aviez l'envie, le besoin, la nécessité d'être d'une certaine manière surpris par ce qui se dévoile par l'écriture. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette démarche qui est aussi celle que vous attendez de votre travail de psychanalyse, de la part de vos patients ? Est-ce que vos patients sont des personnages en vrai et que vos personnages sont des personnages virtuels, mais que la démarche est la même ? Ce sont deux activités extrêmement différentes. Extrêmement différentes. Je peux dire que quand je suis au travail dans mes livres, ou quand je suis au travail comme psychothérapeute, ou comme accompagnant, parce que je travaille dans un centre de jour avec des personnes qui ont traversé un moment psychotique. Et je partage finalement mon temps presque moitié-moitié. Mais quand je suis au travail d'un côté, au travail de l'autre, je suis dans une position mais profondément différente. Jamais, si vous voulez, je ne pense utiliser ce que éventuellement les gens me disent et le recycler dans l'écriture. Je pense que j'ai mal formulé ma question. Je voulais dire, est-ce que vous vous sentez-vous, au moment où le dévoilement par l'écriture vient de votre inconscient, dans une position qui est comparable à celle du patient ? Oui. J'ai bien entendu, j'imagine bien que vous me posiez la question au fond du processus, ce que moi j'appelle le processus. Et il y a vraiment la recherche, surtout que j'ai quand même beaucoup écrit, c'est peut-être mon 20e livre, donc il y a vraiment la recherche de quelque chose qui va pouvoir me mettre en mouvement, qui va pouvoir me déporter, qui va pouvoir me mettre au travail, quelque chose qui va faire que je ne suis pas soit dans les traces là où j'ai déjà marché amplement, ou que je ne suis pas dans une forme de fabrication, mais que je suis aux prises avec quelque chose, et quelque chose de vivant. Et un texte, vous savez quand c'est un texte qui vit ou quand c'est un texte qui ne vit pas. Quand il est tellement programmé qu'il ne vit plus, ou au contraire, quand il est là, en train de susciter des sens, avec sa force d'énigme. Et c'est vrai pour celui qui écrit, et c'est vrai pour ceux qui lisent. Oui. Donc c'est extrêmement important, c'est pourquoi... C'est ma façon. Moi, je me déploie tant que je peux. C'est-à-dire, je lance
éventuellement un sujet par ici, je sais que je l'arrête à mi-chemin ou après quelques pages en me disant bon, ça sera peut-être pour plus tard, ça va travailler très inconsciemment, puis ça va me faire peut-être me permettre à un moment donné d'aller plus loin. J'ai donc une dizaine de projets un peu simultanés, si vous voulez, à divers degrés d'achèvement. Et je m'essaye surtout, effectivement, aussi à d'autres manières d'écrire, comme peut-être le théâtre. Je m'essaye à la poésie. Je travaille, au fond, sur ce qui me semble être mon petit talent, c'est-à-dire écouter. Je suis quelqu'un qui écrit à partir de l'ouïe, à partir de la musicalité du texte, plus qu'à partir du voir. Voilà pour l'écriture. Maintenant, le travail du processus en thérapie, c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'il y a aussi un processus. Pas toujours, peut-être même pas si souvent que ça. Parce que une fois qu'on a dépassé, on va dire, la question de la plainte, maintenant je me mets à la place du patient, il y a peut-être quelque chose qui peut participer d'un véritable processus. Indéniablement, je dis peut-être non, indéniablement, il y a quelque chose qui peut participer d'un processus, qui permet à la personne qui est en thérapie d'aller plus loin dans sa question, oui, et ça travaille. Et s'il n'y a pas de processus chez aussi celui qui écoute, il n'y aura sans doute pas de processus au bout d'un temps, où ce processus-là va se tarir chez celui qui parle. Voyez. Donc il y a aussi une forme de processus. Mais ça va prendre des chemins extrêmement, évidemment, différents. Extrêmement différents. Cela rejoint peut-être l'adage selon lequel le lecteur réécrit le livre. Oui. Au moment où il le lit. Alors ça, c'est le processus du lecteur, et là, je pense qu'en effet, on peut dire que l'écrivain, c'est le premier lecteur de son œuvre, ça c'est très clair, hein, ça. Et c'est jamais lui qui a le fin mot, hein. Et donc le lecteur vient avec son imaginaire se poser sur le texte, et hop, le lecteur part, il en fait sa propre... je n'ose pas dire sa propre invention, mais sa propre construction imaginaire, et c'est un peu le miracle de la littérature, ça. Le cinéma, par exemple, est beaucoup plus écrasant, puisque les images sont toutes faites. À quel moment est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train d'écrire ou ce que vous allez commencer à écrire sera une nouvelle ou un roman? Est-ce que c'est une décision préalable? En général, oui. C'est parfois plus clair. Il m'est arrivé de dire que c'est dans le code génétique d'un texte, si vous voulez, c'est-à-dire dans l'ellipse que vous choisissez dès le départ. Mais alors, c'est très clair que la seconde nouvelle, La Convocation, ne pourrait être qu'une nouvelle. Elle est construite formellement comme ça. Et c'est vrai que la première nouvelle aurait pu être un coup roman, mais d'entrée de jeu, je savais que ce ne serait qu'une nouvelle. Je me suis mis, c'est un petit peu comme un coureur du 200 mètres, quoi. Je sais que je vais mettre toutes mes forces dans ce 200 mètres, donc je me suis mis quand même dans la position d'écrire une nouvelle, et non pas de prendre l'allure d'un marathonien, évidemment, si c'est un 200 mètres que j'ai devant moi. Donc on a quand même une petite idée de la longueur sur laquelle on va travailler. François-Emmanuel, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre en date, Les Murmurantes, et le titre de ce recueil qui contient trois nouvelles parues aux éditions du Seuil, votre maison d'édition habituelle. Merci François-Emmanuel pour cet entretien, chez vous, dans la cuisine de votre maison. Merci.
Les rencontres d'Edmond Morel.